C'est David contre Goliath. Comme les océans se vident de leurs poissons, les bateaux-usines russes, chinois et européens vont se servir dans certaines zones protégées en Afrique. Un seul de ces bateaux industriels pêche plus de poissons en une semaine qu'un artisan pêcheur en un an. Et il pénètre régulièrement dans les zones réservées aux petits pêcheurs qui, eux, sont poussés à la ruine et finalement à la fuite. Fuite notamment vers l'Europe. Certains bateaux européens font partie de ces pilleurs des mers. Tout un paradoxe. Les pêcheurs tentent désormais de faire entendre leur voix. Au Sénégal, où l'État n'a pas les moyens de financer des patrouilles, ils vont défendre leur territoire. Et au Libéria, le gouvernement a fait appel à l'ONG Sea Shepherd pour arrêter les chalutiers en infraction. Nous rediffusons ce reportage de Ferhat Alani et James de Coppen sur cette nouvelle forme de bataille navale. Saint-Louis, ancienne capitale coloniale de l'Afrique de l'Ouest, se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Ces pêcheurs sont les témoins d'un désastre écologique. Depuis quelques années maintenant, les poissons se font de plus en plus rares. J'ai commencé la pêche il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. Je m'appelle Yag. Aujourd'hui est un jour encore plus mauvais que les autres. Les filets sont vides. Quand on va au large, on voit les bateaux étrangers. C'est à cause d'eux qu'on n'a plus de poissons. Avant, nous étions prospères. Mais depuis l'arrivée des bateaux industriels, les poissons disparaissent. Et ces bateaux sont très nombreux ici. Les poissons se faisant plus rares, les chalutiers étrangers n'hésitent plus à empiéter progressivement et illégalement dans les eaux poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest, notamment au large du Sénégal. Obligeant ces hommes à pêcher de plus en plus loin. On fait la course avec ces bateaux industriels. Quand ils nous aperçoivent, ils viennent vers nous pour nous voler la pêche. Du coup, on se retrouve avec des filets abîmés. En plus, la plupart des pirogues entrent en collision avec ces bateaux. Au final, tout ce que l'on récolte, ce sont des morceaux de pirogues détruites. Tire, vas-y, tire bien le filet. Retiens-le bien. Cette mer est une route nationale où se côtoient les pirogues et les cargos. Depuis quelques années, les collisions sont de plus en plus fréquentes. Je m'appelle Doudou Sen. J'habite dans le quartier de pêcheurs de Saint-Louis. Avec mon fils, Youssoufa, on a décidé d'aller en mer pour la pêche, parce qu'on était resté longtemps à terre. J'ai préparé mes appâts et j'ai dit à ma femme, on part. On s'est mis en route. Au petit matin, mon fils m'a dit, regarde papa, il y a un bateau qui nous suit. Quand je me suis retourné pour regarder, c'était un immense bateau. Au moment de s'écarter pour lui laisser le passage, on est rentré en collision. Puis, je suis tombé dans l'eau et mon bras est resté coincé entre le bateau et la pirogue. Je suis resté pendant longtemps sous l'eau. Je pensais à l'hélice du bateau qui allait me broyer. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai vu que c'était un bateau étranger. On n'a pas pu l'arrêter parce qu'il a pris la fuite. Mon fils est mort sur le coup. Et moi, j'ai perdu mon bras. J'en suis sorti vivant, mais ce qui s'est passé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais.
Doudou Sène et son fils Youssoufa sont les victimes collatérales d'une redoutable guerre entre les pêcheurs locaux et les chalutiers étrangers. Sans la pêche, Doudou Sène ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Ces navires industriels tentent de se faire discrets. Envoyés depuis la Russie, l'Asie ou l'Europe, ces bateaux raclent les côtes du Sénégal, parfois en utilisant des moyens légaux. Karim Sall, ancien pêcheur, n'a jamais quitté la mer. Il tient à nous montrer l'un de ses chalutiers. Celui-ci, par exemple, est détenu en partie par des Espagnols qui opèrent sous pavillon sénégalais, les protégeant ainsi de contrôle en mer. C'est des prêtres, non. Ce n'est pas des bateaux sénégalais. Il y a des matelots sénégalais, mais quand tu vas monter sur le bateau, tu vas voir que c'est des étrangers. Le bateau est étranger, le capitaine est des étrangers, et le débarquement va en Europe. Et eux, ils mettent des lames qui détruisent d'abord les habitats de ces poissons. Ils n'ont pas des filets sélectifs. C'est des filets qu'on appelle des filets chaussettes qui ravagent tout. Ils ciblent des espèces, mais ils pêchent tout. Donc les 80% de leur pêche, ils les rejettent en mer. Ils sont en train de transformer les eaux sénégalais en désert liquide. Tous les jours, ces deux mondes se font face. D'un côté, les pêcheurs artisanaux, de l'autre, les bateaux industriels. Ces 40 dernières années, la pêche s'est largement intensifiée. Le Sénégal est le deuxième pays producteur de l'or bleu en Afrique de l'Ouest. Cette activité florissante était jusqu'alors un refuge pour bon nombre de Sénégalais. Mais ce temps-là est révolu. Ce désastre économique s'accompagne d'un désastre écologique. Karim Sall en est conscient. Avec d'autres pêcheurs, tous bénévoles, il a décidé de créer une AMP, une aire marine protégée, pour préserver les ressources naturelles. On a créé une aire marine protégée ici parce qu'on a remarqué qu'ici c'est une zone qui est très importante par rapport à la reproduction. Donc on a préféré vraiment le protéger dans cette zone. Et c'est les populations eux-mêmes qu'on a trouvé des règles de gestion. Le pays est stable parce que les gens ont de quoi manger. Donc notre rôle, ce n'est pas seulement d'aller pêcher, mais de conserver aussi pour la génération future. En plus de la surpêche, la filière traditionnelle du poisson est menacée par un autre phénomène, l'expansion de la farine de poisson. À Joal, le principal quai de pêche artisanal du Sénégal, les habitants vivent grâce aux poissons débarqués directement sur les plages. Mais des usines de transformation très discrètes remplacent peu à peu les commerçants. Ça, c'est le sardinelle plat. Maintenant, depuis que les usines se sont installées, on n'arrive plus à avoir la quantité voulue par rapport aux régions. Et il y a une forte pression sur les ressources à travers la demande de ces usines. La sardinelle est le poisson le plus consommé au Sénégal, la ressource principale des habitants de Joal. Pour produire 1 kg de farine, les usines de transformation ont besoin de 5 kg de poisson. Et elles n'hésitent pas à payer le prix fort, privant celles que l'on appelle les femmes transformatrices de leurs ressources principales. Ce n'est plus comme avant. Il y a moins de poissons. Là, ce qu'on fait devient exceptionnel. On n'a absolument rien. On n'a que ça comme travail. Et si on ne travaille pas, on n'a rien à manger. S'il n'y a plus de poissons, c'est inquiétant, car on en est très dépendant. Avec des stocks insuffisants, elles perdront bientôt leur travail. Au Sénégal, 600 000 emplois dépendent officiellement de la pêche, soit 17% de la population active. Comme Karim Sall, d'autres pêcheurs refusent de rester inactifs. Venus de toute la côte du pays et épaulés par l'ONG Greenpeace, ils se forment à la reconnaissance des bateaux industriels. L'objectif est de les signaler aux autorités maritimes sénégalaises. 26, 27, 28. Nous sommes 28. Les bateaux de pêche industrielle, il n'y a pas besoin de les aborder, on ne les aborde pas. On va jusqu'à les voir, on essaye de mettre une lumière dessus, on prend la photo et on prend le relevé GPS. Cette nuit, c'est Mamadou Sarr, pêcheur, qui va prendre la direction des opérations.
Bon, on va s'aligner et puis on va y aller en file indienne pour rester groupés et par mesure de sécurité. Pourquoi? C'est la nuit. Alors on ne doit pas se séparer pour faire l'opération. Un chalutier étranger est repéré en flagrant délit de pêche à l'intérieur d'une zone exclusivement réservée aux pêcheurs artisanaux. Vraiment, c'est au-delà des 6 000, mais ils descendent la nuit, vous voyez ce qu'ils font. L'équipe doit minutieusement s'approcher au plus près pour finaliser l'opération. Il n'y a pas assez de surveillance. À chaque fois, on nous dit qu'il y a un manque de moyens. Donc, ils en profitent pour faire ces infractions-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on va s'impliquer davantage. Nous savons que si on ne fait rien, d'ici peu, le Sénégal n'aura plus de poissons. On est obligé d'aller en Mauritanie ou en Guinée ou autre part pour chercher du poisson, pour nourrir nos populations. Il y a urgence, bien sûr, il y a urgence. Tout le monde doit se lever. Et là, nous allons le faire savoir à tout le monde pour que cela cesse. Ces pêcheurs en colère se sentent impuissants et délaissés par les autorités. Pour l'instant, ce chalutier peut continuer à pêcher illégalement sans être inquiété. Le gouvernement sénégalais reconnaît qu'il y a urgence à agir. La pêche, qui est le premier secteur exportateur du pays, est menacée. La tension monte dans la région, notamment avec le pays voisin, la Mauritanie, qui a récemment durci sa politique maritime. Avant, il y avait une abondance. Il n'y avait pas cette frontière entre le Sénégal et la Mauritanie dans la pêche. Il y avait moins d'importance qui a été accordée peut-être aux ressources halieutiques par la Mauritanie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens qui avaient l'habitude d'aller en Mauritanie, sans qu'il y ait des contraintes, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que là-bas, il y a des gardes-côtes et les gardes-côtes ont tendance à tirer ses œufs. À mesure que les bancs de poissons se tarissent dans les eaux sénégalaises, les pêcheurs n'hésitent plus à s'aventurer illégalement dans les eaux mauritaniennes, au péril de leur vie. En janvier 2018, cette mère de famille a perdu son fils, Fallou Diakhaté, 19 ans, tué par les gardes-côtes mauritaniens. J'ai déménagé ici parce que je ne pouvais plus voir la chambre vide de mon fils Fallou. Il m'a entendu dire que je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Il m'a dit « Maman, laisse-moi partir en mer avec la pirogue de mon ami. Comme ça, je pourrai participer aux dépenses de la maison. » Il n'y a de Dieu que Dieu. C'était un vendredi soir. Ce sont les derniers mots qu'on a échangés. C'est à l'État d'agir, parce que s'il ne fait rien, il y aura d'autres morts. Des pêcheurs tués, des stocks de poissons surexploités. La situation n'est plus tenable au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Œuvres étrangères. En Bretagne, ils sont ainsi 500 pêcheurs sénégalais à embarquer sur des bateaux pour apporter du poisson dans les criées du Guilvinec ou de l'Orient. S'ils sont venus chercher du travail en France, c'est que dans leur pays, ce secteur est en crise à cause de la surpêche et de l'appauvrissement de la ressource. Émigrés en France, ils gardent un lien très fort avec le Sénégal en envoyant de l'argent à leur famille et en y retournant de temps à autre plein de questions sur leur avenir. Vague à l'âme, c'est un film de Sébastien Descartes-Heide et Bertrand Dévé pour France 24.
Il est 3 h du matin. La Belladone vient de quitter l'Orient, son port d'attache. À la barre, Renaud fait route vers Quiberon avec ses 2 matelots, Fabrice et Souleymane, un pêcheur sénégalais immigré en Bretagne. J'étudiais pendant les grandes vacances, je partais à Joal. Rejoindre ma famille, je partais là-bas pour travailler. C'est comme ça que j'ai appris le peu que je sais dans la mer. Moi, j'étais venu en 2012 rendre visite à mon frère qui vit ici. Je lui ai proposé de venir pour chercher du boulot. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, en France, j'ai resté 3 mois en cherchant du boulot. Et pendant les 3 mois, avant que les 3 mois finissent, j'avais obtenu un contrat. Et c'est comme ça que j'ai changé de pays. Ouais, je peux dire que je gagne bien ma vie, quoi. Je ne peux pas me plaindre. Il y a des gens qui croient qu'on travaille parce qu'on est pauvre, non. On travaille pour pouvoir lever la tête haute. Et avec ça que je gagne ici, je me maintiens bien ici et j'aide ma famille au pays. Oui, j'ai le bail du pays, de mon pays. Ah, c'est normal, j'ai ma famille là-bas. Il va falloir que j'ai la nostalgie quand même. J'ai quitté le Sénégal pour une découverte, quoi. Je suis venu pour une aventure. Et tôt ou tard, je vais retourner. Renaud a embauché Souleymane il y a 3 ans, peu après son arrivée en France. Il cherchait alors des pêcheurs motivés, sans grand succès. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des matelots compétents, qui sont là le matin. Il faut être là le matin à poste à 2h30, donc c'est pas un métier qui est valorisé, qui est mis en valeur maintenant. Il y a du monde dans les écoles, mais il n'y a personne sur le quai après. Nous, on a besoin d'aller en mer pour gagner notre vie. Donc pour aller en mer, il nous faut de la main-d'œuvre. On ne trouve pas de main-d'œuvre française, ben on prend un étranger. Hein. Comme dans beaucoup de professions. Je pense que c'est pas évident chez eux non plus. Après, c'est l'éloignement de la famille, ça va pas être évident pour lui. Bah, c'est son choix, hein, c'est un choix que j'aurais pas fait moi. En Bretagne aujourd'hui, ils sont plus de 500 pêcheurs sénégalais à travailler sur les chalutiers des grands armateurs bretons pour compenser le manque de main-d'œuvre. La mine revient de 3 semaines en mer au large de l'Écosse. Ce matin, il a rendez-vous avec Valérie Lebartz au bureau des affaires maritimes pour l'aider dans ses démarches administratives. Ils partent du Sénégal. La plupart ont cette expérience de marins-pêcheurs à bord des pirogues, notamment, la majorité du temps. Enfin, oui, ils sont quasiment tous passés par l'Espagne. En Espagne, ils ont passé des brevets. En général, c'est le certificat Basica, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment. Et du coup, tu envoies les sous par Western Union à ta famille? Oui, ouais. Tous les mois. Tous les mois? Ça me passe. J'ai la nostalgie parce que ça fait des années. Je parle, mais pour juste une journée, voir la famille de mon oncle. Il y a un lien, c'est pas, je connais pas leur vie parce que je pose pas forcément de questions. Ceux qui ont envie d'en parler, en parlent. Je pense que ça fait du bien de retourner voir une personne qui les a accueillis à un moment donné crucial de leur vie. Maintenant, voilà, ce sont des petits moments. Alors, ça peut être 10 minutes, 15 minutes. C'est comme un petit retour aux sources ici. Voilà. Je l'estime, je la prends comme une sœur. Parce qu'elle a tout fait. Elle pouvait ne pas se casser la tête pour moi, parce que c'était la première fois qu'elle me connaissait, qu'elle me voyait. Et on n'est pas de la même famille, on n'est pas du même territoire. Elle pouvait faire son travail, mais pas se casser la tête. Mais c'est une étape de ma vie quand même. Alain Le San est lorientais et connaît bien la communauté des pêcheurs sénégalais. Avec son association Pêche et Développement, il multiplie les initiatives pour aider la pêche artisanale au Sénégal. Selon lui, ces marins africains ne sont en France qu'en transit. Je pense qu'ils n'ont pas
forcément l'intention de s'installer. C'est d'abord la volonté de trouver un travail qui leur assure un revenu. Et puis c'est sûr que comme ce revenu peut être un revenu important, ce qui est intéressant, c'est d'aller le dépenser au Sénégal, où le niveau de vie est beaucoup plus faible. Donc, mais je pense que l'intégration est un peu difficile. C'est pas une question de compétences, mais il y a des écarts culturels. Il n'y a pas grande vie entre les pêcheurs eux-mêmes en dehors de la pêche, quoi. Et donc chacun a sa vie dans sa famille ou ailleurs, et donc l'intégration à l'extérieur ne va pas se faire non plus. Souvent en mer, les pêcheurs sénégalais sont des invisibles à l'Orient. On les rencontre peu en centre-ville, à part dans une petite épicerie sénégalaise, devenue le lieu de rencontre de toute l'Afrique. Toutes les familles sénégalaises qui sont là par rapport à la pêche. C'est des casaniers entre guillemets, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se font des repas, ils s'invitent entre eux, ils se retrouvent quoi, entre eux. Ça va sinon? Ouais, et toi? Ça va. J'ai besoin du piment. Ah, j'ai pas. T'as pas de piment? Non, j'ai que des pâtes de piment comme ça. T'entends quelqu'un qui parle ta langue, ah ouais, quelle nationalité, blablabla, bah, donc les liens se nouent, les gens se connaissent quoi. Ah, mais là, ici c'est l'Afrique en fait, tout le monde se retrouve ici. C'est des gens qui sont très très ouverts, hein. Ils savent ce qui se passe, ils s'adaptent, ils s'intègrent facilement, mais ils n'oublient pas aussi qui ils sont et d'où ils viennent. Comme disait le président Senghor, c'est l'enracinement et l'ouverture quoi. Bah, c'est ce qui caractérise le Sénégalais en fait. Bara est pêcheur sur un chalutier. Quand il revient des longs séjours en mer, il est heureux de renouer avec les traditions dans l'appartement qu'il partage avec son oncle et son cousin. Bah, on ne fait pas aussi beaucoup de temps à terre, quoi. On fait par exemple 24 jours en mer, une semaine à la maison. Donc une semaine qu'on reste à la maison, on profite quand même. Parce que là-bas, en mer, tu manges les trucs français, parce que forcément, oui, parce que le cuistot, c'est français. Encore, il n'y a pas beaucoup de temps pour cuisiner, comme les façons de cuisiner sénégalais qui prend 1 heure, 2 heures. Je pense qu'un Sénégalais, ce n'est pas besoin d'apprendre Feke Boudian, parce que tu nais avec. Oui, quand tu nais, tu le vois, donc ce n'est pas besoin de l'apprendre. J'ai commencé capitaine à l'âge de 14 ans, 15 ans. Peut-être c'est pas comme ici, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de moyens. On a juste une compas, tu traverses 5 pays avec, tu regardes les étoiles la nuit, c'est comme ça, oui. Mais il faut connaître, quoi. Il y a beaucoup de poissons en Sénégal, mais il y a un moment, il n'y a plus de poissons, obligé d'aller à Guinée. Après Guinée, on continue Sierra Leone, Libéria, jusqu'à Côte d'Ivoire. Allah Akbar. Allah Akbar. Oui, bah, après 2006, je rentre en Espagne. Oui, parce que moi, je fais 11 jours avant que j'arrive à Tenerife. 11 jours avec 120 personnes. C'est une pirogue. Oui, il y a des risques quand même. Avec des mauvais temps, j'ai fait 11 jours pour rentrer à Tenerife. Je tente ici mon sens à Lorient. On peut dire que c'est notre deuxième pays, parce qu'on venait pour chercher la vie, sincèrement, mais pour améliorer là-bas, quoi. Oui, c'est ça le but. Bara, Souleymane, Lamine ont tous un point commun. Ils sont originaires de Joal Fadiout, le principal port de pêche artisanal du Sénégal. Ici, la situation de la pêche est de plus en plus critique et l'avenir incertain. Pêcheur à Lorient, Omar profite des fêtes de Noël pour retrouver sa famille. S'il a choisi de faire le même métier que son père, il ne souhaite pas le même avenir pour son fils.
comment tu as fait pour répondre alors? Mon fils, j'aimerais qu'il devienne footballeur. Quand il aura 7 ans, je vais l'amener à l'école de foot. Comme ça, il va faire foot-études. S'il réussit, s'il a eu un peu de talent comme son père, il peut réussir. S'il n'a pas de talent, il continuera ses études. Mais je n'aimerais pas qu'il soit pêcheur, c'est sûr. Et je trouve que c'est un métier très dur, très usant et qui devient de moins en moins rentable. J'aimerais bien qu'il s'oriente vers d'autres trucs. L'argent qu'Omar envoie à sa famille fait vivre le foyer et permet de payer la pirogue de son frère qui gagne péniblement sa vie dans la pêche locale. Sakura, un autre frère d'Omar, est lui aussi pêcheur en France et revient peu au Sénégal. Fatou, sa femme, souffre de cet éloignement permanent. Être une femme de pêcheur qui n'est pas dans ton pays, c'est trop difficile. Parce que c'est un acte de bravoure pour quitter sa famille et laisser sa femme seule et ses enfants pour aller s'émigrer. Moi, je reste ici presque 1 an ou 2 ans, je n'ai pas vu mon mari, seulement au téléphone. Et lorsqu'il était ici, il ne pouvait aider personne parce qu'il demandait de l'aide. Et quand il est allé en France, il peut aider quelqu'un. Je préfère ça parce que je sais que mon mari travaille et il a une belle situation. Travailler, ce n'est pas difficile, mais quitter sa famille pour travailler, ça, c'est difficile. À Joal Fadiout, Omar veut nous emmener là où son aventure a commencé, au port. Depuis l'arrivée dans les années 70 de familles de pêcheurs originaires de Saint-Louis, cette ville compte maintenant plus de 50 000 habitants qui vivent principalement de la pêche. Tout ce monde-là que tu vois sur le quai, c'est le poisson qui les fait vivre en fait. La sardinelle, non seulement c'est le poisson qu'on trouve le plus, qui est le plus pêché dans ce port, et c'est le poisson en fait qui fait vivre bon nombre de gens. Parce que c'est le poisson que ce charretier charge pour les amener là où les femmes les font fumer ou sécher. Nous tous, nous avons remarqué que ça a beaucoup diminué. Parce qu'avant, il y avait de la sardinelle partout, surtout en ces périodes-là. Parce que je vois que la situation, c'est de pire en pire. Et ça me rend vraiment triste. Parce que je suis né ici, je connais l'histoire de la ville, je connais l'évolution de la situation. Je sais ce que ça vaut le poisson dans cette ville. Je sais combien de familles en dépendent. Donc si je vois la situation actuellement, je me pose beaucoup de questions dans ma tête. Je me dis, mais ces petits gamins-là que je vois en train d'apprendre le métier de pêcheur, dans 15 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La pêche artisanale est devenue un refuge pour bon nombre de Sénégalais. Plus de 20 000 pirogues pêchent chaque jour sur les 700 km de côte du Sénégal. La surexploitation guette, et cela inquiète beaucoup les marailleurs. Ces gens que vous voyez, ils viennent partout du Sénégal, de la campagne. On a aussi d'autres Africains, on a des Burkinabés, des Guinéens, des Maliens. Ils vont à la pêche, ils passent la nuit, passent la journée, ils reviennent, ils ne gagnent rien. Parfois, tu vois des gens qui vont à la pêche pendant 15 jours, ils reviennent, ils ne gagnent rien. Là, actuellement, nous avons une mer morte. Osons le dire, on a une mer morte. Parce qu'on a pêché anarchiquement pendant des années. Tout le monde sait ce qui ne va pas. Et on est là tous à regarder sans rien dire. On sait qu'il y a des techniques de pêche qui ne sont pas bonnes. Nous sommes là et on ne fait rien. L'exode rural et la prolifération d'une pêche artisanale non réglementée menacent l'avenir du secteur. Une situation d'autant plus grave qu'au large existe une redoutable concurrence, celle de la pêche industrielle. Un jeune pêcheur a tenu à nous montrer des chalutiers détenus par des sociétés mixtes à capitaux asiatiques qui opèrent sous pavillon sénégalais. Ils empiètent progressivement sur le territoire de la pêche artisanale et augmentent la pression sur la ressource naturelle. Faute de moyens ou par manque de volonté politique, l'État n'exerce aucun contrôle sur ces bateaux qui, pour la plupart, sous-déclarent la quantité de poissons pêchés. En 2017, le gouvernement a mené une opération test.
ils ont chargé Greenpeace d'effectuer des contrôles sur des chalutiers en vérifiant les tonnages déclarés, la taille des poissons pêchés, ainsi que la largeur des mailles des filets. C'est l'image là qui m'intéresse. 49, 52, 52. Captain, you passport. Sur plus de la moitié des contrôles effectués, les bateaux étaient en infraction. Tout le monde pille, tout le monde pêche. N'importe qui peut pêcher n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Ça n'a rien de durable, ça. Mais maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut aller vers la préservation des ressources pour la pêche artisanale? Parce que c'est celle-là qui nous intéresse. Nos pêcheurs sont en train de se transformer en réfugiés pour rentrer dans vos pays parce qu'il n'y a plus de ressources. Avant que je sois ministre, on avait le droit d'attraper un mérou qui avait 20 cm. Bon, on a introduit la notion de taille marchande pour que ce mérou ait le droit de se reproduire au moins une fois avant qu'on le pêche, 42 cm. On ne doit pas avoir le droit de pêcher un poisson qui ne s'est pas reproduit au moins une fois. Si vous prenez un éleveur quelconque, il ne va jamais tuer une brebis qui porte un bébé. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de tuer un pieuvre qui porte un bébé? L'équilibre fragile de la pêche sénégalaise est aussi menacé par un autre phénomène, le boom de la farine de poisson. Exportées vers les marchés asiatiques et européens, ces farines, utilisées pour l'aquaculture, sont produites sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, grâce à des capitaux étrangers. À l'origine, elles devaient uniquement recycler les déchets de poissons. Mais aujourd'hui, elles utilisent aussi du poisson frais, comme la sardinelle. Ces pêcheurs-là savent que vendre à l'usine, c'est beaucoup plus bénéfique pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent même aller pêcher des juvéniles. Et c'est ce qui est le cas, justement, de ce qu'ils peuvent avoir dans l'immédiat, qui les pousse à demander aux pêcheurs, allez-y pêcher, si vous venez, quelle que soit la production, quelle que soit la quantité, l'usine peut le prendre. Et pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poissons frais. Et que ces poissons-là, c'est les petits pélagiques qui sont consommés par les populations sénégalaises. Ces pratiques pénalisent les populations les plus fragiles, comme les femmes, qui transforment la sardinelle et qui se retrouvent en compétition avec les usines de farine. C'est une concurrence déloyale. Et comment tu veux maintenir l'emploi de ces bonnes femmes qui font beaucoup pour la pêche, qui sont les piliers de ces familles-là, qui éduquent leurs enfants, nos enfants? On les prive de ne plus avoir accès à cette ressource. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous tous nous sommes interpellés. Pourquoi ces usines se sont implantées au Sénégal au point de vue qu'on veut restaurer la ressource? demal si moom tuuti ma xool may ma biscuit waay daa jeex boo ko andiwuloon du baax de. Que faudrait-il faire pour que le poisson revienne enfin? Karim Sall, un ancien pêcheur, a créé une AMP, une aire marine protégée pour préserver la ressource naturelle. Chaque jour, il se bat contre les pratiques dévastatrices des braconniers. C'est un filet qu'on appelle des filets trémailles qui pêchent tout. C'est des filets vraiment négatifs. Mais le gars a essayé de pêcher hors de l'AMP. Un filet ici, un autre filet derrière et un petit filet dedans. S'il rentre à partir d'ici, c'est pas grave pour lui. Mais à partir de là, il ne pourra pas revenir. Donc tous les poissons qui passent sur ce filet sont attrapés. Ils le posent à la sortie de l'AMP parce qu'ils savent que s'ils le font dans l'AMP, ils seront pris. Et ils le posent à la sortie de l'AMP parce que les poissons ils sortent. On dit qu'on ne doit pas dépasser 250 000 tonnes de sardinelles par an. Si on les dépasse, on est en train de pêcher le stock. Rien qu'à Joal, en temps plein, on pêche plus de 150 000. Ça veut dire que toutes les espèces de poissons au Sénégal sont surexploitées maintenant.
Pour Karim, replanter les palétuviers dans les mangroves où le poisson vient se reproduire est désormais une nécessité si l'on veut sauver le pays d'une faillite écologique. Si ici ce pays est stable, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est parce que les gens ont de quoi manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du poisson. Nous, on n'a ni d'or, ni diamant, ni rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? On va se manger entre nous. Parce qu'on n'aura plus de quoi manger. Parce que le poisson, il a besoin de se reposer. Il a besoin de se reproduire. Il faut protéger certaines espèces en faisant des repos biologiques pour leur donner le temps de se reproduire. Mais on ne peut pas mettre derrière chaque pêcheur une garde pour le surveiller. Il faut responsabiliser ces pêcheurs. Et ces pêcheurs aussi doivent savoir que c'est ça, on nous a légué ça à nos parents et nous, on doit ça à nos enfants. Et si ça rentre dans la tête de ces gens-là et qu'ils comprennent, ce sera plus facile de gérer ces ressources. C'est la seule solution. Ça va durer 2, 3, 4, 5 ans. On va serrer les ceintures, mais ce sera pour la génération future. Dans la baie de Han, près de Dakar, la situation est encore plus critique qu'à Joal. Les bateaux sont à quai. Le poisson se fait de plus en plus rare. Conséquence de la surpêche et de la pollution. Pour nous, nous sommes des pêcheurs. Aujourd'hui, tu peux avoir, demain, tu peux perdre. Mais il faut aller. Cette nuit, rien. On n'a fait rien. On n'a trouvé rien. On a fait presque 80 ou plus de 80 km. Aujourd'hui, on va retourner tenter la chance. C'est comme ça le travail. Ça dépend de Dios. Oui, j'ai même travaillé dans un port de Valence. Eux, ils me demandaient d'avoir un diplôme pour avoir des papiers, pour puisse travailler. Mais j'ai eu les diplômes, mais le papier, non. Mais ils m'ont expulsé, je suis là maintenant. Mon fils est resté là-bas avec sa mère. Par exemple, si tu es dans un pays 10 ans, tu ne peux pas avoir un papier pour travailler, c'est du perte de temps. La jeunesse se désespère et ne rêve que d'une chose, quitter le pays pour aller en Europe, sans réaliser vraiment les risques qu'ils encourent lors de la traversée. Oui, tout le temps, il y en a des jeunes qui veulent partir. Il y en a certains, tu ne peux pas expliquer quelque chose qui entre dans leur tête. Eux, ils doivent aller y voir. Après, ils comprendront ce que tu leur avais dit. Eux, ils partent à chaque fois à la mer et ils n'y trouvent pas des poissons. Ils n'y trouvent rien. C'est pour cela que les jeunes sont obligés maintenant de partir vers l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes sont morts. L'année dernière, on avait un ami qui est décédé. Il s'appelait Mahada. Il est décédé à Libye. Les jeunes vont partir. Pareil pour moi aussi, pareil pour mon frère aîné. On va tous partir, quoi. Les pêcheurs sénégalais seraient-ils devenus des réfugiés écologiques? Loin de leur lutte traditionnelle, ils s'aventurent aujourd'hui partout en Europe. Loin de chez eux, là où il y a encore du poisson, prêts à braver tous les dangers.